Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung révolutionna la psychanalyse en apportant de nouveaux concepts et un autre regard qui élargit la psychanalyse en étant une méthode qui ne traite pas que des pathologies. Il inventa la psychologie analytique qui fait intervenir un processus d'individuation, c'est un dialogue fécond entre le conscient et l'inconscient, afin d'apprendre à mieux se connaître et à s'élever. On appelle ça aussi la psychologie des profondeurs, car on va plonger au plus profond de soi, afin de mieux se découvrir. Dans sa démarche révolutionnaire, il va se mettre à dos les psychologues et les théologiens, car il va émettre l'idée que la psyché est fondamentalement reliée au sacré, que l'âme n'est pas forcément faite de matière, et qu'elle répond à des phénomènes comme la synchronicité qui sort du champ causal. Élèves de Freud, ils se sépareront sur plusieurs désaccords. Les plus significatives, si pour Freud les symboles ont une portée universelle, pour Jung ils doivent être interprétés à travers le regard du patient. Un autre désaccord est au niveau de l'inconscient. Jung réfute l'idée freudienne selon laquelle l'inconscient est essentiellement un lieu de refoulement. Si Freud conçoit l'inconscient comme une cave où reposeraient dans la pénombre tous nos désirs refoulés, Jung le perçoit comme un grenier où filtre une lumière, celle de nos inspirations vers le sacré. La question du sens de la spiritualité apparaît pour Jung comme une dimension anthropologique fondamentale. Jung a ainsi posé les fondations théoriques du développement personnel et de la psychologie positive. Il s'est aussi beaucoup intéressé à l'alchimie, et il créera l'idée d'une alchimie interne, ce qu'on appelle aujourd'hui une alchimie spirituelle, qui sort du travail de la matière. Si Jung a écrit énormément de livres, il n'a jamais synthétisé ses pensées. Donc cette vidéo va expliquer la vision globale de Jung à travers le regard de Frédéric Lenoir, avec son livre « Jung, un voyage vers soi ». Dans un premier temps, on va regarder sa nouvelle cartographie de l'âme, avec le moi conscient et les 8 types psychologiques, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et le soi. Ensuite, on va regarder le processus d'individuation, qui est une dialectique entre le moi conscient et le soi, l'inconscient. On va en expliquer le langage, avec les archétypes, les symboles, les images, les mythes. On va voir qui sont les médiateurs, avec les synchronicités, les rêves, l'imagination active et les processus créatifs, et les rituels. Et ensuite, on va voir le cheminement, passer de la persona au moi, apprivoiser son ombre, intégrer l'anima, l'animus, et harmoniser les contraires. Donc il élabore une nouvelle géographie de l'âme en 4 continents, le moi conscient et ses orientations, les types psychologiques, l'inconscient personnel, l'inconscient collectif et le soi. Mais on va y aller doucement. D'abord, on va séparer la conscience et l'inconscient. La conscience, c'est tout ce qu'on reconnaît et tout ce que l'on perçoit, du monde extérieur et de nous-mêmes. La conscience, c'est tout ce qui concerne nos relations avec ce monde extérieur aussi. C'est notre personnalité d'une certaine manière. Enfin, c'est ce qu'on croit. L'inconscient, c'est tout ce qui est refoulé, c'est tout ce qu'on a oublié. Nos traumatismes. Il y a souvent des va-et-vient entre le conscient et l'inconscient. Des choses qu'on vit et qui nous sont dérangeantes, qu'on préfère zapper. Mais on zappe pas vraiment en fait, ça reste ancré en nous quand même. Et donc cet inconscient va jouer sur notre personnalité, sur notre manière d'agir, sans qu'on s'en rende compte. Alors l'idée nouvelle qu'apporte Jung par rapport à Freud, c'est que cet inconscient, il est ténébreux, puisque c'est un peu tous nos fantômes qu'on cache dedans. Mais il y a une part de luminosité quand même. L'inconscient nous donne des clés pour savoir quel chemin emprunter, par des rêves, des lapsus, par le retour de souvenirs enfouis qui arrivent au bon moment. Bon, on va revenir sur la conscience. Au centre de la conscience, il y a ce qu'on appelle le moi. Le moi, c'est notre conscience individuelle de notre propre personne. Le moi est une sorte d'agrégat complexe, fait de sensations, de perceptions
d'affect, de pensée et de souvenirs. Et en fait, Jung, il s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas trop conscience de leur moi, en fait. Ils avaient plutôt une conscience de groupe plus qu'une conscience individuelle. Au niveau social, c'est des petites fourmis, quoi. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y aura déjà, dans un premier temps, à travailler sur le moi. Parce qu'on verra, mais il y a un voile, un masque qui vient se cacher là-dedans. Et pour Jung, la conscience utilise 4 fonctions pour appréhender son environnement. La sensation, l'intuition, la pensée et le sentiment. C'est de ces 4 fonctions qu'on va arriver aux 8 types psychologiques. On va voir l'inconscient maintenant. Jung va séparer l'inconscient en 2. Il va appeler un inconscient personnel et un inconscient collectif. Donc l'inconscient personnel, c'est justement tous nos fantômes qu'on a cachés de nos vies, tout ce qu'on a tenté d'oublier mais qui est là, qui nous influe sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Et Jung pense que l'inconscient a accès, au moins de manière partielle, à l'avenir, avec les rêves prémonitoires par exemple. Et ensuite on a l'inconscient collectif. Alors l'inconscient collectif, on en hérite. On est avec. On n'est pas avec une psyché et un cerveau vierge. Pour Jung, on a un héritage de nos ancêtres. Tout au long de la vie, on va construire notre conscience et notre inconscient personnel, mais pas l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une trace des millions d'années de tous nos descendants, enfin de tous nos ancêtres. Et la totalité de tout ça, ça donne le soi. Donc le mot soi, ça vient de l'hindouisme, des Upanishads. Donc le soi, c'est le centre de la totalité de l'âme, de la conscience et de l'inconscient, au même niveau que le moi, mais le moi, il est que centré sur la conscience, quoi. En subissant l'influence de l'inconscient. Tandis que le soi, qui comprend la totalité, et aura éclairé une grosse part de l'inconscient, subira moins les influences de l'inconscient. C'est pas le même niveau de profondeur, quoi. Il y a quand même un lien entre le moi et le soi, hein, l'air de rien. Donc c'est en même temps le centre et c'est en même temps la totalité. Voilà, il faut bien comprendre que le moi, il fait partie du soi, hein. Voilà, pour Jung, le soi, c'est un peu notre guide. C'est lui qui veut pousser le processus d'individuation pour accomplir le soi. C'est le soi qui pousse à s'accomplir lui-même. Comme amnésique à lui-même, le soi a besoin d'apprendre à se reconnaître en s'expérimentant. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la cartographie de l'âme, on va revenir dans la conscience et voir ces 8 types psychologiques. Donc on a vu que pour Jung, la conscience appréhende le monde avec 4 fonctions. La sensation, l'intuition, la pensée et le sentiment. La sensation et l'intuition sont 2 fonctions irrationnelles. La pensée et le sentiment sont des fonctions rationnelles. Ces fonctions ont une énergie spécifique, qui n'est pas la même selon les individus. Il précise qu'il y a en chacun de nous une fonction dominante. Certains sont avant tout des sensitifs, qui se relient de manière forte au monde extérieur par leurs sens et leurs ressentis. D'autres sont des intuitifs, qui ressentent les choses de manière plus vague, mais les relient à d'autres objets à travers le temps. D'autres encore sont avant tout mus par leurs sentiments, leur attirance ou leur aversion pour les objets et les êtres. Et d'autres passent tout au crible de la pensée. Ils analysent, distinguent, cherchent à comprendre. Notre dominante est liée à notre nature, à notre tempérament inné. Jung précise qu'il existe des incompatibilités entre les fonctions. La sensation se confronte à l'intuition et le sentiment fait face à la pensée. S'il est difficile d'utiliser en même temps 2 fonctions opposées, cela ne signifie pas pour autant que celui qui a une fonction dominante n'utilise pas sa fonction opposée, que Jung va qualifier d'inférieure. Cela signifie plutôt que cette fonction opposée, ou inférieure, sera moins consciente et plus chaotique, et donc plus difficile à gérer pour le moi. Par exemple, un individu qui a pour dominante la fonction de pensée ne sera pas privé d'affect, mais il vivra la fonction sentiment de manière plus inconsciente et sera souvent submergé par ses émotions, ou manquera de discernement dans ses choix affectifs. Donc la fonction dominante peut être maniée aisément par l'attention et la volonté. La fonction inférieure agit à notre insu. On ne la maîtrise pas ou avec difficulté. Ces réflexions conduisent Jung à représenter les fonctions dans un cercle, en couple opposé. Le moi au centre,
la fonction dominante en haut, la fonction opposée en bas, et les deux autres fonctions se font face sur l'axe horizontal, qui ne sont ni dominantes ni inférieures, sont généralement mises au service de la fonction principale par le moi. Donc on voit qu'avec les fonctions dominantes, on a 4 types psychologiques. Il va ajouter à ça un autre concept par rapport à la libido. Jung considère que la libido est le siège de 2 grandes tendances. L'introversion, la libido pousserait le sujet vers son monde intérieur, et l'extraversion, elle le pousse vers le monde extérieur. Alors si la libido, on a tendance à penser que c'est uniquement le plaisir sexuel, c'est par rapport à Freud, mais la libido c'est la pulsion de vie en fait. Mais pour Jung, la libido est plus complexe et se limite pas uniquement au plaisir sexuel et intègre une partie de sacré. Donc si on ajoute introversion et extraversion, on a nos 8 types psychologiques. Donc on a le type pensée extraverti qui correspond aux esprits ouverts, curieux de tout, amassant des faits et les ordonnant. À l'inverse, le type pensée introverti est plus taciturne et oriente ses pensées vers la connaissance de soi ou à travers les formulations des idées. Le type sentiment extraverti est très sociable, à l'aise partout, généreux, mais il peut manquer de profondeur et de constance. Le type sentiment introverti est plus profond et tourné vers l'observation de ses émotions et de ses états d'âme. Il est moins adaptable et plus porté au repli sur soi. Le type sensation extraverti est un parfait hédoniste, qui sait jouir de la vie avec tous ses sens. Tandis que le type sensation introverti, il est davantage tourné vers la sensation que vers l'objet, comme par exemple de nombreux musiciens. Le type intuition extraverti est un visionnaire, sans cesse à la recherche de la nouveauté, et le type intuition introverti est aussi un visionnaire mais plus mystique, plus rêveur, fantasque, comme un poète ou un peintre. Jung nous avertit que ces types psychologiques ne doivent pas devenir des étiquettes réductrices, ni enfermer les individus dans des catégories figées. C'est juste un outil précieux pour mieux nous connaître et surtout mieux saisir la difficulté que nous avons à comprendre les autres. C'était les 8 types psychologiques vus par Carl Gustav Jung. Alors j'ai voulu chercher un peu sur YouTube, un peu plus d'informations là-dessus. Il y a une énorme confusion en fait. D'autres systèmes ont été créés à partir des travaux de Jung, comme le MBTI je crois, puis il y en a un autre, mais ça n'a rien à voir avec ce que lui il a fait. Hein. C'est basé dessus, mais c'est une évolution, c'est autre chose. Donc voilà, si vous entendez parler de notion de jugement, je sais plus quoi. Après, j'ai pas trop fouillé ce que c'était. Là, pour le moment, je me centre sur ce que fait Jung. Alors, on va partir sur le processus d'individuation. On va déjà faire la différence entre individualisme et individuation. Pour ça, on va reprendre le schéma de la psyché, mais avec un autre modèle. On va prendre un iceberg. Donc, la conscience, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'inconscient personnel, c'est la partie immergée. L'inconscient collectif, ça va être les os. Là où je veux en venir, les os sont reliés aux autres icebergs. Bon, on voit pas sur la photo là, mais il y a d'autres icebergs en fait. Et du coup, quand on va développer son soi, on va se connecter à une forme d'unité. On va se connecter aux autres âmes. Donc voilà, je trouve que ce schéma il est bien représentatif sur le principe que développer son soi, c'est pas uniquement sa petite gueule en fait, et que on se relie à d'autres choses. Là, je vais vous donner une citation de Carl Gustav Jung qui explique très bien la différence entre individualisme et individuation. Donc je cite: mais je constate continuellement que le processus d'individuation est confondu avec la prise de conscience du moi, et que par conséquent, celui-ci est identifié au soi, d'où il en résulte une désespérante confusion de concepts. Car, dès lors, l'individuation ne serait plus qu'égocentrisme. Or, le soi comprend infiniment plus qu'un simple moi. L'individuation n'exclut pas l'univers, elle l'inclut, car elle réintègre l'homme particulier au sein de l'archétype de l'homme universel, porteur de l'expérience de toute l'humanité. Dit plus simple, l'individualisme,
c'est vivre pour sa gueule, quoi, à travers son propre moi et son propre ego. Et l'individuation, c'est se réaliser soi-même, en étant relié à autre chose. Alors, Carl Gustav Jung identifie 3 grandes phases au processus d'individuation. Alors, en premier, on a un élargissement de la conscience, car plusieurs contenus inconscients deviennent conscients. Ensuite, l'influence excessive de l'inconscient sur le conscient perd de sa force, vu ce qui s'est passé premièrement. Et du coup, vu que c'est des changements quand même assez profonds, il y a un changement de personnalité. Alors on va rentrer un peu plus en détail quand même. Donc, comme on l'a déjà dit, c'est le soi qui impulse le processus d'individuation. Il va provoquer un dialogue entre l'inconscient et le conscient. Du coup, le soi va avoir besoin du moi. Il faut que le moi soit à l'écoute de cet inconscient, des messages qu'il va lui donner. Et donc, c'est bien le moi qui illumine le système psychique pour le rendre conscient et faire émerger le soi. Pour Jung, ce processus s'impose tout naturellement à l'individu. Alors c'est souvent en recherche de sens vers la moitié de sa vie, ce qu'on appelle souvent la crise de la quarantaine. Enfin après ça n'a rien à voir avec cette notion-là, mais Jung explique cette crise autrement, par le processus d'individuation, ou suite à une douleur ou un coup de boost que la vie nous donne en fait. Et ce processus, une fois enclenché, il ne s'arrête jamais. Et en même temps, on n'arrive jamais au bout parce que le soi est en perpétuelle mutation, selon les fluctuations du monde extérieur et intérieur. Puis Jung prévient que de relier le moi au soi est une démarche assez délicate. Déjà, ça demande beaucoup d'énergie au moi, car il va devoir se dépasser au travers de nouvelles prises de conscience. Et il prévient aussi que l'assimilation de l'inconscient au moi peut provoquer son inflation et des gros troubles psychiques. Et pour aider à ce processus, Jung donne 3 précautions à prendre. Le moi doit rester bien ancré dans le monde conscient. Le soi ne doit pas être complètement assimilé au moi. Et enfin, le moi ne doit pas se confondre avec le soi. Alors comment faire ce dialogue entre l'inconscient et le conscient? Jung constate que le conscient et l'inconscient ont du mal à partager leur contenu. Et qu'en plus de ça, l'homme moderne est de plus en plus coupé de son inconscient. Alors il a mis en place une méthode introspective qui vise à suspendre le jugement du moi, afin de favoriser l'émergence de contenus inconscients dans la psyché. Suite à une grande dépression, il a appliqué une méthode sur lui, que l'on peut voir dans son livre rouge, et donc créé la psychologie analytique, qui permet d'avoir un thérapeute qui supervise ce dialogue entre l'inconscient et le conscient, afin de protéger des risques que cela peut encourir. Le langage entre le conscient et l'inconscient ne va pas se faire avec des mots, mais par l'intermédiaire d'images, de symboles qui renvoient à des archétypes. Ces symboles et ces archétypes sont présents dans les mythes de l'histoire humaine. Frédéric Lenoir nous prévient que l'on peut mélanger ces notions de symboles, archétypes, mythes, images, car Jung, tout au long de sa carrière, a fait évoluer la définition et la compréhension de ces mots. Alors le symbole peut prendre n'importe quelle forme. Un symbole naît quand son sens premier et immédiat est dévié et interprété d'une manière différente. Il contient une charge émotionnelle et il dépasse la raison. Le symbole renvoie souvent à un archétype. Alors, un archétype, on les retrouve souvent à travers les mythes, la mythologie, la religion et tous les récits traditionnels. Un archétype est universel. Parmi les archétypes les plus répandus, on trouve ceux du héros, du vieux sage, de la mère divine, du dragon, de la sorcière, du trésor, etc. Pour Jung, le premier archétype est Dieu, ou plutôt l'image de Dieu, qui s'exprime de manière différente selon les peuples et les individus. Yahvé chez les juifs, la Sainte Trinité chez les chrétiens, Allah chez les musulmans, etc. Alors à propos des mythes, des légendes et des contes, pour Carl Gustav Jung, il relate un point de vue culturel lié à une civilisation, à une ethnie et à une période donnée.
et avec le temps, ils évoluent avec de nouvelles formes. Jung précise que pour que ces récits aient un effet éclairant, ils ne doivent pas être décodés uniquement d'une manière intellectuelle. Il faut aussi qu'elles se fondent sur la tonalité affective qu'elle exerce sur nous. Un mythe n'est jamais raconté deux fois de la même manière. Et il en existe autant d'interprétations qu'il y a de chemins à fournir au conscient. Les médiateurs. Les symboles, images, mythes et archétypes surgissent à travers les médiateurs, que sont les synchronicités, les rêves, l'imagination active et les rituels. Si un thérapeute ou un homme religieux peut créer les conditions pour les faire surgir, par exemple au cours d'une séance d'imagination active ou d'un rituel, les médiateurs sont la plupart du temps spontanés, comme ça peut être le cas dans un rêve ou dans une synchronicité. Les synchronicités. Dans la psychologie analytique, la synchronicité correspond à l'occurrence d'au moins deux événements qui ne représentent pas de lien de causalité entre eux, mais dont l'association revêt un sens pour la personne qui les vit. Il existe deux types de synchronicité possibles. Pour les unes, les événements impliqués ont un lien de simultanéité. Pour les autres, il y a un décalage dans le temps entre les événements. La plupart des synchronicités révèlent la correspondance entre un événement psychique et un événement physique, alors que ceux-ci ne sont pas causalement reliés l'un à l'autre. Une image inconsciente pénètre la conscience et coïncide à une situation objective dans le quotidien. Jung utilisa beaucoup le Yi-King, qui est une méthode contraignant la nature à répondre à une question posée. On jette des pièces de monnaie ou des baguettes, et on rapproche le dessin qu'ils font à des hexagrammes présents dans le livre. Les rêves. Les rêves véhiculent des images, des symboles et des idées à travers un récit à la chronologie décousue, combinant à la fois des éléments issus du réel et d'autres de l'imagination du sujet. Son contenu et sa structure échappent à la loi de la causalité. Ni l'espace ni le temps n'y ont de valeur. Il mêle de façon aléatoire éléments du passé, du présent et parfois de l'avenir. Jung constate que les rêves ne fournissent que des expressions inférieures du contenu inconscient, car la tension énergétique est plus basse pendant le sommeil. Alors il va mettre en place l'imagination active et le processus créatif. À l'état de veille, il convoque délibérément une vision dans laquelle il pénètre comme dans une pièce de théâtre. L'idée est de se concentrer sur un état d'esprit particulier, en essayant d'être le plus conscient possible de toutes les images et de leurs associations, qui sont un enchaînement d'idées, de perceptions, etc., selon leur ressemblance et leur connexion, ainsi que leur opposition. Jung propose de faire un passage de l'esprit à la matière, en peignant, dessinant, par l'écrit ou tout autre art, l'expression concrète ou symbolique obtenue par la démarche précédente. Les rituels. Sur le plan psychologique, Jung reconnaît une grande valeur aux rituels, qui offrent à ceux qui les pratiquent un accès à leur inconscient et à une hygiène mentale. C'est ainsi qu'il encourage chacun à réserver une pièce, sinon un coin séparé du reste de sa maison, où il pourra mener sa vie symbolique, prier ou méditer. Jung utilisa beaucoup les mandalas, qui est un instrument de contemplation ou de support de méditation. Le but de la contemplation des différents éléments qui composent le mandala dans les traditions orientales est le renoncement à l'individualité pour revenir à la totalité universelle de l'état divin. Autrement dit, la transformation de la conscience personnelle en conscience divine universelle. Parmi les autres rituels religieux étudiés par Jung, susceptibles de favoriser le processus d'individuation, il y a la messe chrétienne. Selon lui, elle est porteuse d'un mystère vivant, très profondément ancré dans l'histoire de l'esprit humain. La messe est l'occasion d'embrasser pleinement les mouvements de mort et de résurrection du Christ qui, grâce à ce rite, s'inscrivent dans le présent et offrent une expérience directe du divin. Ainsi, symboliquement, la messe crée un mouvement psychique qui sacrifie le moi à l'inconscient, en vue de la résurrection d'une conscience améliorée, plus ouverte, plus équilibrée. Parallèlement, l'inconscient renonce à sa position transcendante pour s'incarner dans une existence humaine finie. Le cheminement.
Passer de la persona au moi. À l'origine, la persona est le masque porté par les acteurs du théâtre antique. En psychologie, la persona n'est pas ce que nous sommes, mais l'image que l'on renvoie aux autres et qu'on pense être. Elle correspond au rôle social. Elle émane bien souvent des désirs ou des attentes de la société, mais aussi de l'individu envers lui-même. En ce sens, elle est aussi le personnage qu'il a choisi d'être, quand bien même le processus est inconscient. La persona doit être considérée comme un partenaire du moi, indispensable pour établir un lien avec le monde extérieur et organiser les relations. Pour bien fonctionner socialement, l'individu se sent obligé de jouer un rôle, voire plusieurs, comme le père, le médecin, le joueur de tennis, etc. Tous ces rôles vont permettre à l'individu de se rassurer et de se protéger des autres. La persona intervient donc comme une façade protectrice permettant de ne pas s'exposer devant autrui. Elle est le costume que l'individu revêt, selon les circonstances, pour montrer son meilleur visage, cacher une faiblesse, affronter une difficulté, rendre une situation favorable. Ce masque social peut être à l'avantage, mais aussi au détriment de la personne concernée. Parfois, la pression sociale est telle qu'il l'oblige à se conformer à un rôle qui nuit à sa véritable personnalité. Pour éviter ce problème, Jung considère que le moi ne doit pas être trop éloigné du masque. La persona est supposée être représentative de la personnalité réelle. Au cours du processus d'individuation, la persona se révèle et doit disparaître au profit du moi, étape importante permettant de cheminer vers le soi. Apprivoiser son ombre. L'ombre représente la partie inférieure de la personnalité, regroupant tous les éléments psychiques, personnels et collectifs qui, incompatibles avec la vie que nous avons consciemment choisie, n'ont pas été vécus et s'unissent dans l'inconscient. Apercevoir son ombre, c'est identifier ses défauts ou ses tendances inavouables. Ceux que l'on voit très facilement chez les autres, mais qu'on refuse de reconnaître chez soi. Ça peut être l'égoïsme, l'avarice, la paresse, la lâcheté, l'indifférence, le manque de compassion, la tendance à être esclave des biens matériels, à être dans le déni, à mentir, etc. Le meilleur indice de la présence de l'ombre à l'intérieur de soi est la colère qu'une remontrance faite par un proche est susceptible de susciter en nous. Rendre l'ombre consciente est une étape incontournable du processus d'individuation. Intégrer l'anima et l'animus. Les contenus de l'anima et de l'animus sont beaucoup moins faciles à discerner que l'ombre, car ils sont plus éloignés dans notre conscience. Si l'identité sexuelle s'acquiert en partie au contact des schémas parentaux, elle puise, selon Jung, ses références dans le réservoir de l'inconscient collectif, par la projection qui s'opère via l'inconscient personnel. L'anima et l'animus sont des archétypes influents, régulateurs du comportement de l'homme et de la femme. Jung considère l'anima comme la personnification de la nature féminine dans l'inconscient de l'homme, et l'animus comme la personnification de la nature masculine dans l'inconscient de la femme. Au même titre que l'ombre, cette double figure animus-anima est un complexe psychique qui se manifeste comme une compensation. Ainsi, un homme viril et fort aura besoin de convoquer son anima pour trouver en lui des qualités de tendresse et de compassion. Bien intégrée, elle lui évitera d'être machiste ou misogyne. De la même manière, une femme vulnérable et fragile va utiliser l'énergie de son animus pour s'affirmer et devenir indépendante. L'anima et l'animus fonctionnent donc comme des ponts menant à des images de l'inconscient collectif. Ils sont deux archétypes fondamentaux représentant deux fonctions différentes de l'âme. Le logos et l'éros. Le logos, qui est typiquement masculin, représente l'esprit, la volonté, l'engagement, l'autorité, la combativité, la puissance, le verbe. Et l'aspect éros, typiquement féminin, représente l'émotion, le sentiment, la tendresse, la sensibilité et l'intuition. Tant que l'anima ou l'animus reste inconscient, il se projette sur des personnages extérieurs à soi
pour en acquérir toutes les qualités. Ainsi, l'animus, présent chez la femme, se projette sur toutes les sortes de héros. Le prince charmant, Don Juan, James Bond, etc. Sur des personnalités notoires comme des artistes, chanteurs, comédiens, des intellectuels ou des sportifs. Tandis que l'anima de l'homme, elle se projette sur des femmes fatales, sur la sorcière ou la médium douée de dons paranormaux, la militante des droits humains, la princesse, la sainte compatissante comme Mère Teresa, ou des figures inaccessibles comme la Vierge Marie. C'est par ces projections que l'homme et la femme découvrent et intègrent des facultés du sexe opposé. Avant de la projeter vers un personnage totalement extérieur, le petit enfant projette d'abord l'image de son âme sur sa mère ou son père. Jung apporte une idée extrêmement novatrice pour la psychanalyse. Ce n'est pas ce que nous avons vécu avec notre mère ou notre père qui se projettent sur l'autre sexe opposé, mais c'est l'anima et l'animus qui sont projetés. Dans un premier temps, sur nos premières relations avec nos parents, puis dans un second temps, sur notre compagne ou notre compagnon. Harmoniser les contraires. À partir du moment où le traitement analytique rend l'ombre consciente, une tension entre deux contraires se crée dans la psyché, qui vise à s'équilibrer vers l'unité. Cette opération se fera par l'intermédiaire des symboles. La polarité d'opposés est inhérente à tout ce qu'on vit. Naissance et mort, jour-nuit, bonheur et souffrance, bien et mal, gauche-droite, chaud-froid, bas-haut, sec et humide, mâle et femelle, etc. Pour que les opposés puissent se rassembler, encore faut-il qu'ils soient reconnus comme tels, ce qui n'est pas le cas dans l'inconscient. Donc, dans un premier temps, ils doivent être acheminés vers la conscience pour être identifiés, répertoriés et séparés. Et seulement ensuite, on pourra les réunir. Jung conseille de ne pas s'identifier aux opposés, entre lesquels le moi est pris, mais plutôt d'appliquer le renversement en son contraire. Par exemple, l'introverti doit se mettre à exprimer des sentiments et l'extraverti des pensées. Pour Jung, l'harmonie des contraires est ressentie comme un moment de grâce. L'acceptation succède au combat. Or, seul l'amour peut permettre cette réconciliation. C'est dans l'amour que les contraires entrent en connivence et en complémentarité, même si l'homme ne pourra jamais vraiment comprendre le tout. L'amour est pour Jung un des plus grands mystères, qui exprime tout, supporte tout, excuse tout, comprend tout, inclut tout. Il renvoie à la divinité, Dieu est amour. Et c'est ainsi, dans cette véritable conjonction à lui-même et à tout l'univers, que l'individu atteint la complétude à laquelle il aspire. Il a réalisé son soi, il est pleinement lui-même, tout en étant relié aux autres et à tout ce qui est. Allez, je vais arrêter la vidéo ici. C'est déjà bien assez dense comme ça. Et franchement, je vous encourage à lire le livre. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, j'ai expliqué le plus gros. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté de bien de lire ça. Déjà, ça m'a réconcilié avec la psychologie et puis ça m'a beaucoup fait travailler en fait. Sinon, Carl Gustav Jung, il m'a vraiment impressionné au niveau de ses pensées. Pour un psychologue, il a mis le doigt sur des trucs de dingue, je trouve. Ouais, j'ai appelé ça des archétypes, je sais pas vraiment si ça en est, mais tout ce qui parle de l'ego, de la persona, de l'ombre, mâle et femelle avec son anima animus et harmoniser les contraires, c'est des trucs qu'on retrouve depuis la nuit des temps dans les spiritualités, quoi. Il faudrait vérifier, mais ça doit être des trucs pratiquement universels sur tous les continents. Ah ouais, du coup, on n'a pas traité du sujet du sacré. Il y a un truc qui dit je trouve super intéressant par rapport à l'inconscient collectif. On n'est pas fait pour s'intéresser aux religions, aux spiritualités qui sont pas de notre terre en fait, parce que ça sort de notre peuple. Et avec la différence de culture, il y a des choses qu'on aura du mal à appréhender du côté oriental par exemple. Bon, il dit ça, mais en même temps, lui, il a été à fond là-dedans. Côté hindouisme, il a grave kiffé. Hein.
Mais en gros, il explique que les Occidentaux, on est des peuples extravertis, et alors que les Orientaux, ils sont plutôt introvertis. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même façon d'expliquer et de voir les choses. Enfin bref. Et je me rends compte que tous ces thèmes qu'il aborde, aujourd'hui, c'est complètement dévié. Le développement personnel a été créé grâce à ses pensées. Mais putain, ils sont tous dans l'ego, en fait, là-dedans. Bref, on vit dans un monde vraiment égocentrique, à fond. L'animal, animus, ils sont complètement détruits. Quand on voit l'accès au porno aussi facilement, c'est tellement pas normal. Ça cache quelque chose. Complotiste, hein? Théorie du complot. C'est un truc, ils peuvent se faire grave de l'argent avec ça. Et ils préfèrent le mettre à disposition gratuite. Même pour les enfants, il y a aucune protection là-dessus, bref. Et on voit, l'homme et la femme, c'est devenu des corps plastiques qui ont complètement perdu de l'humanité. Les gamins qui grandissent avec les télé-réalités où ils sont tous refaits, c'est inquiétant. Et puis l'ombre, on a nos ombres à nous, ça c'est clair. Mais il y a aussi peut-être des ombres extérieures qui tentent d'entrer dans notre psyché. Il y a beaucoup de gens qui ont compris cette histoire d'inconscient et comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Il y a des techniques qui ont été créées pour ça. Bien utilisées, discours politique, publicité, des films, l'art en général. Bref, soyez vigilants. Et on va essayer de sortir une belle phrase. Ouais, vous n'imaginez pas la puissance de votre inconscient. Alors ne laissez pas ces ombres extérieures contrôler cette puissance. Elle vous appartient. Et c'est déjà bien assez. Allez, ciao, merci.